Radio Judaïka Strasbourg, partenaire des 100 ans des EI. Retrouvez dès à présent Sommet, en direct de nos studios à Cussac-Fort-Médoc. Et nous voici en direct de Cussac-Fort-Médoc. Nous avons le plaisir d'accueillir un viticulteur, le premier viticulteur de Cussac-Fort-Médoc, et pas n'importe lequel. Il s'agit de Dominique Fédieux. Dominique Fédieux est viticulteur, il propriétaire du château Micalet, troisième génération, domaine familial, et surtout, il est le maire de Cussac-Fort-Médoc, la commune qui accueille ce grand rassemblement des scouts EIF de France. Nous sommes très heureux de faire votre connaissance et surtout de vous accueillir. Bonjour Dominique Fédieux. Bonjour à vous tous. Vous êtes accompagné à vos côtés de Denis Boger, votre premier adjoint, premier conseiller et président de l'association en charge des associations pour Cussac-Fort-Médoc. Bonjour à vous Denis Boger. Bonjour. Heureux de vous avoir. Très fier d'être avec vous. Eh bien nous aussi on est très heureux sur ce terrain absolument incroyable. Vous allez, si vous voulez bien, Dominique Fédieux, nous raconter l'histoire qui nous relie ici à vous depuis maintenant 10 ans, parce que la première rencontre que vous avez eue avec, non pas le scoutisme, il y en a eu d'autres, mais avec les éclaireurs israélites de France, c'était déjà il y a 10 ans et l'histoire a commencé, s'est nouée il y a donc 90 ans. Oui, tout à fait. Pour 2013, on avait déjà eu la demande par Karen et ses équipes pour fêter l'anniversaire des EI ici à Fort-Médoc. Et puis, on a eu la surprise l'an dernier de recevoir aussi un nouveau coup de fil, toujours de Karen, qui avait gardé le numéro et me disant on est en train de réfléchir au 100e. Moi, je voudrais vraiment revenir à Cussac. Bon, alors on a senti qu'il y avait débat au sein de l'équipe, mais moi je lui ai dit, écoute, pas de problème, venez voir le site. Il y a eu quelques évolutions depuis. Mais venez et il n'y a pas de problème pour vous accueillir de nouveau. Alors, quelque part, vous me rassurez, mais ça fait qu'1 an que vous avez eu le coup de fil, donc. Oui, c'est ça. Parce que normalement, c'est le genre d'événement comme ça, quand on se dit qu'on va qu'on va recevoir 10 000 personnes, je vois Denis Boger à côté qui dit oui, effectivement, ça prend un peu plus de temps. Mais chez les scouts EI, il y a toujours un petit peu ce moment comme ça, comment dire, pas de légèreté, mais voilà, on sait que ça va marcher, Denis, n'est-ce pas? Ah ben bien sûr, on le voit par rapport à cette journée même les 5 jours ou la semaine qui a passé, c'est tout à fait normal quand on voit la population qui se trouve ici. Je pense qu'à mon avis, c'est à bon augure et ça marche très bien. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Alors, vous me le disiez, Dominique Fédieux, ce n'est pas la première fois non plus que vous recevez des scouts, parce que vous avez déjà accueilli Cité Cap, premier rassemblement scout il y a de 10 000 personnes, et surtout, jusqu'en 2007, le festival de jazz international qui avait lieu ici à Cussac-Fort-Médoc. Oui, parce qu'en fait, la place centrale ici du Fort Médoc est homologuée pour recevoir 10 000 personnes. Donc ça fait plusieurs dizaines d'années que finalement ce site vit d'événements culturels ou de grands événements. Donc le jazz, ça a été une époque, et puis maintenant on commence à être les spécialistes des rassemblements scouts. Des restaurants. C'est plutôt combien? C'est un public, a priori, il n'y a pas de problème. Le jazz non plus, me direz-vous. Cussac-Fort-Médoc, on est dans le Médoc, dans le Bordelais, dans le Médoc. Quel est ce lieu avec ce fort? Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cet endroit incroyable? Oui, en fait, au départ, ce site, on est plutôt sur des prairies humides de bord d'estuaire. Et puis, en fait, vous le savez, l'Aquitaine était anglaise. Ah oui. À une époque. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'anglais. Donc, en fait, ce qui s'est passé, Louis XIV, quand avec Vauban, qu'il a cherché à sécuriser le royaume de France, il a lancé d'énormes chantiers de construction de citadelles et de forts. Et ici, en face, de l'autre côté de l'estuaire, il y avait la citadelle de Blaye, qui a été réaménagée. Le souci que l'on a, c'est qu'on a un estuaire qui est quand même très large. Et la portée des tirs de canon depuis la citadelle de Blaye ne pouvait pas atteindre la rive médocaine. Donc, ils ont fait un système de verrou, le verrou de l'estuaire, avec la construction ici de Fort Médoc, au centre sur une île de l'estuaire Fort Pâté, et ensuite ils ont modernisé la citadelle de Blaye. Et de ce fait-là, les tirs de canon pouvaient se croiser et finalement ne laisser aucune chance à l'ennemi qui était anglais en ce temps-là. Incroyable. Mais finalement, il n'y a eu aucun fait d'armes. Et la vie des soldats était plutôt rude ici sur la rive médocaine.
parce que comme vous le voyez avec la configuration des lieux, on est plutôt sur des fortifications de terre, avec des levées de terre comme rempart, du fait de l'instabilité du sol. Et comme c'était relativement humide aussi, les soldats attrapaient beaucoup de maladies. Donc ils nous envoyaient des bataillons de Blaye. Bon, faut dire que je pense qu'ils envoyaient pas les meilleurs. Ils envoyaient plutôt déjà Les bras cassés. les soldats, voilà, un peu estropiés. Et finalement, bon, le fort avait été prévu pour 300 hommes. Il y en a eu au grand maximum une trentaine. Ah oui, d'accord. Vous avez de la place, remarquez. Hein, oui, ils avaient effectivement beaucoup de place. Et puis alors l'anecdote un peu particulière, c'est que quand ils ont conçu le site, tous les puits qu'ils avaient fait pour être autonomes en eau, ils n'arrivaient qu'à avoir des eaux saumâtres. Donc ils étaient obligés d'aller dans le village pour avoir de l'eau potable. Donc vous imaginez la sécurisation d'un fort. Oui. Si vous n'êtes pas autonome en eau, déjà c'est mal parti. C'est ça. Et ce n'est qu'au 19e siècle qu'ils ont conçu une citerne avec le recueil des eaux de pluie de tous les bâtiments pour enfin avoir une ressource d'eau vraiment exploitable sur. C'est quand même la base quand on veut être dans un fort, hein, tout évidemment. Mais voilà, écoutez, là je pense qu'on avait des génies militaires à une époque et effectivement c'est un petit peu, il y a tout un tas d'anecdotes sur ce site qui sont assez rigolotes parce que finalement on se demande, comme il y avait aussi des polémiques et des querelles entre l'aumônier du fort qui est resté jusqu'à la Révolution française et le curé du village. Notamment lorsqu'il y avait des décès, parce que qui allait faire les enterrements et puis récupérer les prébendes, vous comprenez, c'était voilà, il y avait quelques questions dessous. Mais il y a toujours des questions dessous. Voilà. Donc il y a eu tout un tas de polémiques comme ça. À un moment donné, il y a une brèche qui a été ouverte dans le rempart par les bouviers du village. Ils voulaient en fait amener leurs bêtes à la foire de Sainte-Catherine de Blaye, et comme le port du village, on appelle ça le peyrat, c'est-à-dire l'endroit empierré, était abîmé. Ils ont utilisé celui du fort, mais ils ont forcé le passage du fort et ils ont fait une brèche près du corps de garde à la mer pour faire passer le bétail. Donc voilà, c'est plein d'histoires comme Incroyable. ça assez extraordinaires. Alors, ce qui est extraordinaire dans tout ce que vous racontez, c'est qu'il y a d'abord quelques similitudes avec ce qu'on pourrait imaginer, ce qu'on pourrait connaître aujourd'hui. Il y a toujours ces querelles de clochers, il y a toujours des questions dessous, il y a toujours des questions de politique, hein, finalement, et puis de défense. Et vous le disiez tout à l'heure, vous êtes un village de 2500 âmes, hein, tout au plus, qui accueille des festivals avec près de 10 000 personnes. Donc ça augmente considérablement, évidemment, le volume, le tracé, l'organisation générale. Et nous évoquions juste avant de prendre l'antenne l'organisation, justement la logistique nécessaire et entre autres la sécurité pour stabiliser et pour organiser les lieux. Et vous avez une coopération parfaite avec les services de l'État, dont la sous-préfecture, la police, la gendarmerie et les militaires, du fait que le sous-préfet est un ancien scout lui aussi. Oui, aussi. Ça contribue en tout cas. Il y a eu un bon alignement des planètes, comme on dit. Donc effectivement, chacun a pris ses responsabilités. Alors, j'ai pas eu droit cette année parce que j'avais eu droit en 2010 lorsqu'on avait accueilli le premier rassemblement de scouts. On m'avait dit que j'étais inconscient et totalement inconscient d'accueillir autant de jeunes dans ce lieu, que c'était insensé. Bon, ça c'était un haut fonctionnaire de la préfecture de la Gironde. Voilà. Personne n'a osé me dire ça pour ce rassemblement du 100e, mais finalement, on se rend compte que quand on est inconscient et qu'on prévient et que l'on prévoit les choses, finalement, on n'est pas si inconscient que ça. Et surtout quand on a un but, hein, je reviens vers vous aussi, Denis Bogier, c'est qu'en tant que responsable des animations, en tout cas en charge des associations pour la mairie, il y a quand même ce côté très festif, collectif et finalement sens commun. Engagement. Ah oui, tout à fait, parce que heureusement qu'on a des gros appuis comme ça avec monsieur le préfet, donc du coup qui peut nous mettre après à profusion des moyens de sécurité pour que ça puisse bien se passer. Et moi je pense que si on s'y prend à l'avance et si on s'organise très bien, et je pense que un rassemblement pareil peut en faire venir d'autres, et ça peut être dans l'avenir. Je pense que ça peut donner peut-être des idées à d'autres aussi
à d'autres personnes, même à d'autres associations, comme des grosses associations, pour pouvoir faire un festival comme ça, pour venir, pour pouvoir donner encore plus d'animation au village Cussac. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour en être les relais déjà naturellement et moi je vous remercie bien. Et de toute évidence et sur l'accueil et sur l'organisation et sur les facilités et le plaisir de pouvoir en partager tout cela avec vous. On a parlé de scoutisme, on a parlé d'organisation, on a parlé donc de la terre qui nous accueille aussi. Il faut voir la terre qui produit et ça c'est le château Micalet qui est relié avec une terre qui nous est chère ici à Radio GDK Strasbourg, c'est l'Alsace et Kaisersberg. Vous avez il y a un lien direct entre vous et nous, quoi. Oui, alors tout à fait. Alors on a en fait le premier jumelage de la commune de Cussac, c'est avec Sigolsheim. Alors je redis bien Sigolsheim parce que je sais que parfois les communes nouvelles, il y a aussi des débats sur par rapport à Kaisersberg Vignoble, mais donc on est jumelé historiquement avec eux et il y avait beaucoup de liens de familles de viticulteurs alsaciens avec des familles de viticulteurs ici du village et notamment nous on a gardé des liens et on continue de conserver des liens très forts. Finalement, on a élargi notre cercle familial avec des familles alsaciennes. Ah, formidable. Avec aussi toute cette histoire de Sigolsheim qui est quand même très particulière, qui fait partie de ces villes martyrs de la Seconde Guerre mondiale. Et donc on a toujours grand plaisir d'échanger et puis de partager le fruit de notre travail. Eh ben, parlons-en du fruit de ce travail. Au Château Micalet, on produit évidemment du merlot qui a un petit problème en ce moment parce qu'il y a du mildiou. C'est une maladie. Hein. Vous parliez des maladies qu'avaient les soldats à l'époque. Et ben ça se reproduit dessus. Mais heureusement, le petit verre d'eau est là pour rattraper le coup cette année en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre terroir et du produit de cette vigne et de cette Oui, alors c'est vrai que dans la région, dans le Médoc, on produit plutôt des vins rouges avec 6 cépages principaux, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc, Carmenère et Malbec. Alors nous, on n'a pas les 6 cépages parce que ça dépend aussi des sols qui sont présents sur nos propriétés respectives. Mais le merlot effectivement est très fortement atteint cette année par le mildiou du fait de ce climat chaud et humide que l'on a eu notamment en juin. Puis on le voit en juillet aussi, il y a une certaine instabilité climatique qui fait que le mildiou a pu progresser, et d'autant plus qu'on est en agriculture biologique, donc on est beaucoup plus fragilisé par ces phénomènes. Mais naturellement, nous avons le petit verre d'eau, qui est un cépage ancien, naturellement résistant au mildiou, qui, quelles que soient les conditions, en fait, produit et n'est pas atteint sur grappe comme peut l'être le merlot. Et finalement, c'est notre meilleure assurance récolte. C'est vraiment la plantation de petits verres d'eau. Et aujourd'hui, au Château Micalet, c'est un tiers de notre superficie en vigne. Ce qui est assez rare dans le milieu parce qu'on le retrouve souvent dans les 5 à 10%, grand maximum. Mais nous, on a fait vraiment cette orientation-là parce qu'aussi c'est un cépage plus tardif. Cépage qui a un certain niveau d'acidité aussi et qui finalement nous permet de garder une typicité malgré le changement climatique. Et au vu de la concurrence, j'imagine aussi importante sur le territoire et sur le terroir, c'est bien de se singulariser aussi avec des choses spécifiques. Oui, tout à fait. Et puis moi, ce qui m'intéresse aussi, je suis historien de formation. Alors, je me disais, vous savez quoi, j'étais en train de ronger mon frein en me disant, je trouve qu'il est quand même très très bon en histoire, ce monsieur Dominique Fédieux, notre maire. Et je me dis, en plus d'être viticulteur, il devrait aussi être historien. Et ben voilà, bingo. et donc en fait, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que finalement des cépages anciens qui ont pu être mis de côté parce qu'à une époque ils correspondaient pas, finalement ils pouvaient pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Aujourd'hui, ce sont peut-être ces cépages-là qui s'adapteraient le mieux à nos conditions. D'où l'importance aussi de garder ce patrimoine génétique au niveau viticole que l'on a en grande partie sur Bordeaux. Mais c'est valable bien sûr pour toutes les cultures agricoles. Alors, vous savez quoi, moi j'ai découvert le petit verre d'eau en lisant la série extraordinaire de la BD sur le vin de Bordeaux de Glénat, que Glénat a fait sur le château vieux Chêne Courbe, et où il raconte cette histoire de vieux cépages et de vieux verres d'eau avec toutes les spécificités que vous venez de nous donner. Donc il faudra qu'on écrive la suite de l'histoire ensemble, en tout cas avec vous. Un grand merci Dominique Fédieux. Je rappelle, vous êtes le maire de Cussac-Fort-Médoc pour votre intervention. Vous pouvez vous écouter pendant des heures.
Donc, vous retrouverez bien sûr cette interview sur les ondes de Radio Judaïka et en podcast. Un grand merci à vous également, Denis Bogier, premier conseiller de Monsieur le Maire, pour votre intervention et puis votre présence ici et surtout pour les relations qui sont liées aujourd'hui entre les éclaireurs d'Île-de-France et la commune de Cussac-Fort-Médoc. Mais merci à vous. Excellent après-midi, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à vous et merci pour tout. Bonne soirée à vous. Radio Judaïka Strasbourg vous a présenté une émission spéciale 100 ans des EI, à retrouver en podcast sur notre site radiojudaïkastrasbourg.fr.